Achille Kabongo, notre second invité de ce matin. Bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes juriste et chercheur à l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique. Vous en êtes responsable justement. Oui, oui. Alors Achille Kabongo, au-delà des attaques de certains bureaux de vote au Nigeria, la présidentielle a eu lieu, à peu près 58 millions d'électeurs nigérians étaient attendus aux urnes. On ne sait pas ce que ça a donné, on aura les résultats partiels de ce scrutin. Eh bien, deux candidats principaux, le sortant, Goodluck, Jonathan, opposé à celui qui paraît comme un musulman, n'est-ce pas? Oui. Et pas qui paraît comme un musulman, qui est de confession musulmane. Justement. Parce que le nord du Nigeria est musulman et le sud est chrétien. Voilà. Quels sont les enjeux de ce vote dans un pays dont l'économie vient justement de talonner, on peut dire pas talonner, vient de reléguer l'Afrique du Sud, Ouais. Un pays engagé sur la voie de l'émergence, avec une grande population. Alors, quels sont les enjeux de cette élection avant d'aborder autre chose? En tant que président de l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique, nous regardons ce scrutin nigérian avec beaucoup de peur. Parce que nous ne savons pas ce que ce scrutin va réellement enfanter. Le Nigeria va-t-il basculer dans la violence? Parce que j'entends déjà Mohamedou, les partisans de Mohamedou qui crient à la fraude électorale, parce qu'on n'a pas encore les résultats. C'est un mauvais signe. C'est déjà un mauvais signe. Pourquoi? Je vais vous donner les paramètres. Le Nigeria, premier pays producteur de pétrole en Afrique, 6e producteur mondial de pétrole avec 2,5 millions de barils par jour. Première puissance économique africaine depuis le premier trimestre 2014. Première puissance démographique en Afrique avec 180 millions d'habitants. Fabien, selon les prévisions des spécialistes, le Nigeria aura en 2050 400 millions d'habitants. Alors ce potentiel du Nigeria dérange la position du Nigeria dans le golfe de Guinée. Alors commençons par le commencement. Au Nigeria, quand vous regardez ce scrutin, il y a un jeu de passation de pouvoir ou d'alternance au Nigeria. Les Nigérians se sont entendus entre les sudistes et les nordistes qu'il y aura alternance. Chaque fois qu'il y a un nordiste qui passe au pouvoir, la prochaine fois, c'est un sudiste qui doit remplacer. Disons-le, un chrétien, un musulman. Un musulman, un chrétien. Alors, cela a capoté depuis le règne de Olusegun Obasanjo, 2006-2007. Obasanjo avait fait 2 mandats. Alors, durant l'année 2006-2007, il avait demandé à la communauté internationale de lui permettre de réviser la Constitution pour briguer un 3e mandat. L'Occident a opposé un refus catégorique. Et il s'est fait remplacer par un autre chrétien. Oui. Alors j'ai dit... Obasanjo, c'était un chrétien? Il était chrétien du Sud. Voilà. Et à l'époque, il a combattu le candidat nordiste qui était son premier ministre, non, son vice-président, Atiku Abubakar, qu'il a même fait chasser du parti au pouvoir, le PDP, à l'époque. Et on a vu que, fâché, Olusegun Obasanjo a décidé de signer un contrat de pétrole révolutionnaire en Afrique avec la China National Offshore Oil Corporation. Un contrat de 2 milliards de dollars. Signé en 2006 et en 2008, la Chine produisait les premiers barils de pétrole. Cela a donné des cauchemars, de tournis et des insomnies dans les 3 capitales occidentales. On ne dort pas à Paris, à Londres et à Washington. Comment Paris, Londres et Washington qui exploitaient le pétrole nigérian? On ne parle pas du peuple de ce pays, on parle des cercles restreints. On parle des cercles. Vous allez comprendre pourquoi nous progressons avec l'analyse qui exploitait le pétrole pendant plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle, se voit détrôné par la Chine. Alors, il y a une tendance aujourd'hui au Nigeria. L'Occident cherche à faire payer au président sudiste cette signature du contrat de pétrole. Avec les Chinois? Oui, avec les Chinois. Et vous allez voir qu'il y a une lutte entre les nordistes et les sudistes. Olusegun Obasanjo s'est fait succéder par Umaru Yar'Adua, qui était du nord. Umaru est arrivé malade au pouvoir. Très malade, il est mort. C'était un président de la transition. Non, ouais, mais il est mort au pouvoir et à l'époque, il s'est fait succéder par un sudiste encore
qui est Goodluck Jonathan. Alors les élites du Nord ont senti qu'il y a eu un coup fourré, boutiqué par les élites du Sud pour conserver le pouvoir. Ça créait des frustrations, ce qui fait qu'aujourd'hui au Nigeria, ce sont les élites nordistes nigériennes qui soutiennent Boko Haram, avec l'aide des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Quelle est votre source? Alors, les États-Unis Ouais. qui combattent les terrorismes, en même temps soutiennent des terroristes. Je pense que vous n'êtes pas aussi une presse de référence. Il y a ce câble Wikileaks qui est sorti et qui donne toutes ces révélations-là. Que l'ambassade des États-Unis au Nigeria fonctionne comme un laboratoire pour soutenir Boko Haram avec cet ambassadeur. Je sais pourquoi je reviens à cette question. Pourquoi toute la presse du monde entier est hypocrite et refuse de diffuser le câble Wikileaks? On en a parlé. Qui fait ces on en a parlé, M. Kabongo, avec vous la fois passée, juste après les réactions sur le net, et même par des appels téléphoniques. On dit les États-Unis ne peuvent jamais soutenir, engendrer Boko Haram et le soutenir. Wikileaks, ce qu'il a révélé et que Kabongo a relayé, n'est que pur mensonge. Je sais pourquoi je reviens à cette question. Mais écoutez, si Wikileaks est pur mensonge, pourquoi cela n'est pas contredit par les presses du monde entier? Pourquoi les presses de ces pays-là refusent d'en débattre? J'aimerais vous dire ceci. Pourquoi nous avons créé cet institut d'études stratégiques? D'abord, ça c'est... Vous pouvez avoir une télévision dans votre maison, mais cette télévision télévision fonctionne comme étant une arme qui vous détruit. Au lieu que vous voyez des événements avec une bonne analyse, mais vous êtes en train d'être... on dénature l'information. Et on dénature aussi votre esprit. C'est ça le problème. Revenons justement. Alors, quand Oumarou Yar'Adua meurt, il est succédé par Goodluck Jonathan. Et vous dites que ce sont les leaders nordistes du Nigeria qui soutiennent Boko Haram, avec les États-Unis derrière. Écoutez, ça vient de vous. Je vais vous dire ceci. Il y a une frustration au Nigeria actuellement entre les élites du Sud et du Nord. Il y a des grandes disparités. Remarquez par exemple, au Nigeria, un député national touche 75 000 $ par mois. 75 000 $, je le répète et je le dis. Un sénateur touche 50 000 $ par an. 50 000 $ par an. Par an, oui. Le député, c'est combien? 75 000 $ par mois. Par mois. Par mois. Et un fonctionnaire nigérian... Qu'est-ce qui fait cette touche, disparité? écoutez bien, un fonctionnaire nigérian touche à peine 90 $. Pouvez-vous comprendre ça? Et je vous dirais que l'Afrique est la même part. Quelle est la cause de cette disparité? Mais il y a la corruption, la mauvaise gestion des richesses. Vous comprenez? Ça accentue la disparité. Par exemple, les élites du Nord sont en quelque sorte révoltées contre, par exemple, l'écart du taux de scolarisation entre le Nord et le Sud. L'écart est très lamentable. Prenez un exemple. Pour 100 000 femmes qui enfantent au Nigeria, dans tout l'espace nigérian, 1800 meurent dans le Nord, 80 seulement dans le Sud. Il y a des frustrations. Le Nord est pauvre. Ces statistiques, vous les tirez d'où? C'est des statistiques très fiables, je vous assure, qui peuvent être vérifiées. Et nous ne pouvons pas passer sur Télé 50 pour vous raconter des fables. Oui, mais alors on peut quand même se référer à cette source. Oui, mais non, c'est notre source à nous. Oui. Nos recherches, nos enquêtes à nous, à l'Institut congolais Très d'études bien, stratégiques. oui. Alors, j'aimerais vous dire que pour ces présidentiables, en quelque sorte, l'Occident est en train d'appuyer les candidats nordistes pour faire payer, en quelque sorte, aux candidats sudistes la signature de ce contrat de pétrole avec la Chine. Parce qu'actuellement, Boko Haram est institué par l'Occident pour contrer l'émergence du Nigeria et chasser la Chine, contrecarrer la Chine, l'influence de la Chine dans le golfe de Guinée. Donc l'extrémisme religieux, le terrorisme des extrémistes musulmans est une arme des grandes puissances, selon vous, et ces grandes puissances essayent d'éviter... Pour contrer la Chine. Pour contrer la Chine, effectivement, et ces grandes puissances essayent d'éviter que des élites sudistes restent au pouvoir. Et vous allez voir que si les élites nordistes remportent cette élection, il n'y aura pas tellement de problèmes au Nigeria. Vous comprenez? Il y aura une certaine forme de paix. Peut-être que Boko Haram sera appelé à disparaître et
à se retrouver dans une autre quête de violence dans un autre pays. Mais pour l'instant, je vais vous dire que si c'est une élite sudiste, c'est-à-dire si c'est le président sortant, Goodluck Jonathan, qui remporte les élections, je vous assure que nous partirons de plus belle pour la violence. Vous voulez dire que, concrètement, dans une approche prospective, Oui. Le Nigeria est au bord du gouffre? Oui, en quelque sorte. Et que lorsque les islamistes vont prendre, le candidat des islamistes passe, c'est que absolument la violence va quitter le Nigeria pour d'autres pays. Oui, oui. Quand vous lisez sur le câble Wikileaks, la National Council Intelligence des États-Unis d'Amérique a même prévu, en cas de problème après, si à l'issue de ce scrutin, il apparaissait des problèmes, c'est-à-dire si des problèmes advenaient, ils ont même prévu la partition du Nigeria en deux, la solution soudanaise pratiquement, entre un nord musulman. Ce qui est déjà planifié par les cercles restreints en Occident. Oui, voilà, c'est des cercles restreints en Occident. Et vous comprenez que l'Occident a mis toutes les batteries en marche pour contrer l'influence de la Chine. Et ils vont faire du Nigeria la République nigériane chrétienne et la République nigériane, comment on appelle, musulmane, islamique, ou bien le Nigeria du Sud et le Nigeria du Nord. Est-ce que ce n'est pas un combat contre l'émergence et la croissance? Est-ce que ça ne rejoint pas les analyses de la CIA dans le livre Le Monde en 2030, vu par la CIA, avec une grave pandémie prédite, avec l'effondrement de la croissance dans les pays émergents, même celle de la Chine? Est-ce que ça ne rejoint pas cette approche? Vous avez tout à fait raison. Je vous donne un exemple simple en tant qu'analyste. Prenez les États-Unis d'Amérique. Malgré que les États-Unis d'Amérique ont le pétrole sur leur propre territoire, dans le classement de l'OPEP, les États-Unis d'Amérique occupent la 10e position aujourd'hui. Et on se demande comment les Américains, par leur politique extérieure, parviennent à influencer la production du pétrole et même à déterminer le prix du baril, la chute, la hausse ou la baisse du prix de ce baril-là. Et aujourd'hui, le Nigeria occupe le 6e rang mondial. Il y a deux puissances au Moyen-Orient qui sentent que si le Nigeria émerge, ils n'auront pas l'emprise sur le Nigeria. C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui, face à l'Iran, par exemple, et au Venezuela, le Venezuela et l'Iran n'obéissent pas aux desiderata ou aux injonctions du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Il serait très dangereux si le Nigeria émergeait et parvenait à se hisser au stade du Venezuela ou de l'Iran et à ne pas obéir au diktat de l'Arabie Saoudite ou du Qatar ou des États-Unis. Vous comprenez? Maintenant, avec la venue de la Chine, les États-Unis, la France et l'Angleterre craignent que les Nigériens puissent accéder à cette souveraineté-là quant au contrôle de la manne pétrolière. Vous comprenez? C'est ça le danger. Alors, il faut tout faire pour chasser la Chine du Golfe de Guinée. Et c'est ainsi que vous avez vu, quand je vous dis que l'ambassade des États-Unis est impliquée. Pourquoi? Terence McCurley, qui est actuel ambassadeur des États-Unis à Abuja, a été celui qui avait commandé la branche de l'ACRI, l'African Crisis Initiative, créée par le président George Bush. C'est cet organe-là, l'ACRI, qui a recruté les islamistes et les a entraînés. Et aujourd'hui, le même ambassadeur commande la branche africaine de l'Africom. Alors, d'où viennent les chars de Boko Haram? D'où leur viennent justement les armes sophistiquées? C'est la grande question aussi. La grande question, c'est que... Qui vend les armes? C'est le Qatar et l'Arabie Saoudite qui leur procurent ces armes-là. Sous les dictats américains? Mais oui, sous le contrôle des États-Unis d'Amérique, c'est clair, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se leurrer. C'est ainsi que nous trouvons un peu ambigu cette politique du président français qui convoque Goodluck Jonathan, qui veut lutter contre le terrorisme en Afrique. Et la France fait les yeux doux au Qatar et à l'Arabie Saoudite. La France vend des armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite. Et ces armes qui sont vendues au Qatar et à l'Arabie Saoudite sont transférées à Boko Haram. Alors,